La soirée continue sur France 3 avec une toujours bouleversante Romy Schneider. Après le soir 3, Le Mouton Enragé, mené par Michel Deville. A tout de suite. Dépenser plus qu'il ne faut? Ça ne me ressemble pas. Alors j'ai essayé le Novo Dash Ultra 2 en 1 avec formule anti-gras. Et j'ai rudement bien fait. Il a les mêmes agents anti-gras que les meilleures lessives. Et en plus, l'adoucissant est dedans. Alors avec le Novo Dash Ultra 2 en 1, j'y gagne sur toute la ligne. Ça ne se refuse pas. Novo Dash Ultra 2 en 1, pourquoi payer 2 produits? Dash 2 en 1 a déjà tout. Rivoire et Carré présente le kilo malin. Pourquoi malin? Chez nous, on est sérieux, pas malin. 1 kilo divisé en 4 pour être plus pratique. Tu vois, pas qu'eux aussi se mettent en 4. Non, c'est malin. Pâte Rivoire et Carré en kilo malin. Eh ben, si on avait été des femmes, on y aurait pensé plus tôt. Pur, sans colorant. Voici Neutralia Dermoprotecteur, le nouveau shampoing des laboratoires Garnier. Pur, hypoallergénique. Neutralia n'irrite pas le cuir chevelu. De pH neutre, anticalcaire. Neutralia lave en douceur. Mes cheveux sont brillants, éclatants de santé. Shampoing Neutralia Dermoprotecteur garanti par les laboratoires Garnier pour le respect et la santé naturelle des cheveux et du cuir chevelu, même sensible. Tu savais que Bertrand a la même 100 000 km et rien. Puis écoute, une véritable horloge. T'es bien? Non, puis au niveau du confort. Renault 19, nouvelle pour longtemps. Nostalgie présente le meilleur de Charlebois. 19 chansons inoubliables. Lindbergh, Madame Bertrand, Silence en danse, Moins vieux qu'Ecan Blues. Le meilleur de Charlebois, volume 2, 1 heure de plaisir et d'émotion. La quarantaine, c'est génial. J'ai envie de tout essayer, tout vivre, tout voir. Et bah loupé. Oh! Qu'est-ce que vous me conseillez? Ah bah je vois rien. Ah bah elle est partie. Pour que la presbytie ne vous empêche pas de profiter pleinement de vos 40 ans. Papa! Essilor a créé les nouveaux Varilux, les verres pour tout voir très confortablement de 0 à l'infini. Nouveau Varilux d'Essilor. Johnson présente Canard dans Canard contre les microbes. Canard WC Gel est une arme redoutable qui détartre, désinfecte, désodorise vos toilettes. Il ne laisse aucune chance aux microbes. Canard WC, la terreur des microbes. La politique, c'est simple. L'économie aussi. Sur Europe 1, chaque matin, Alain Duhamel, Jean-Pierre Elkabbach, Catherine Ney, Jean Boissonnat, les meilleurs analystes de la vie économique et politique de 7h à 9h. Rendez-vous aux premières loges. Sur la scène, Ludmilla Michael et Gérard Dessart. Oh, bon, Télévine, voilà que je succombe à cette gourgandine. 20 ans après, Alceste retrouve la piquante coquette de sa jeunesse et se casse le nez sur son franc-parler. Vous avez la main pure. C'est vous qui l'affirmez, moi, je n'en suis pas sûr. Fallait-il m'opposer à Célimène nu? Voulez-vous un dessin? Oh, merci bien. Samedi 20h45, Célimène et le Cardinal, récompensé de 3 Molières aux premières loges sur France 3. La reconnaissance mutuelle entre Israël et l'OLP est sur le point d'être signée. L'accord est officiel de part et d'autre et précède l'adoption lundi à Washington du projet d'autonomie de Gaza et Jéricho. Pour Israël, pour les Palestiniens et pour le monde arabe, c'est sur le papier la fin d'un demi-siècle de haine et de guerre. C'est aussi le début d'une paix à inventer
Quels sont maintenant le calendrier et les priorités de part et d'autre? Nos invités à Tel Aviv en direct, l'un des participants aux négociations secrètes, Haïm Ramon, ministre israélien, proche du Premier ministre. À Paris, Hassan Salamé, directeur de recherche au CNRS, spécialiste du Proche-Orient, et Marek Alter, écrivain. Bonsoir, c'est demain matin à 9 h que le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin devrait signer la lettre de reconnaissance de l'OLP par Israël. Une lettre que va lui remettre dans la nuit le ministre norvégien des Affaires étrangères qui, à Tunis, devrait voir Yasser Arafat signer le document par lequel l'OLP reconnaîtra la légitimité de l'État hébreu. Même si les horaires peuvent encore changer, le fait est là. L'histoire retiendra que ce 9 septembre 1993 a pris fin officiellement le conflit qui, au Proche-Orient, a obnubilé 2 générations, provoqué tant de morts et tant de haine. Et ce soir, sur France 2, le président Mitterrand a salué le courage et l'intelligence des hommes qui, enfin, y ont mis un terme. Xavier Bodin-Hulin. Seulement 30 minutes de réunion pour le cabinet israélien afin d'avaliser un accord historique, pour tourner la page de la haine et de la violence. À la sortie, déclaration sobre mais capitale. Le cabinet a décidé d'autoriser le Premier ministre à signer les documents qui seront échangés entre l'OLP et Israël sur la reconnaissance mutuelle. Et le ministre d'ajouter que les conditions posées par Israël ont été remplies, c'est-à-dire reconnaissance formelle de l'existence d'Israël, renoncement de l'OLP à toute violence. En échange, l'OLP est reconnu comme représentant du peuple palestinien. Je suis très content. Il faut attendre quelques minutes, mais c'est une bonne possibilité. Quelques heures encore. Concrètement, le document finalisé la nuit dernière à Paris va être signé par Yasser Arafat à Tunis. Le ministre norvégien des Affaires étrangères va l'apporter à Jérusalem. Yitzhak Rabin y apposera son paraphe à 9 h demain matin. Dans la journée, Rabin et Arafat feront une déclaration simultanée officialisant définitivement la reconnaissance mutuelle. À Washington, Bill Clinton s'est dit enthousiasmé. C'est lui qui accueillera lundi à la Maison-Blanche la seconde étape, c'est-à-dire la signature de l'accord d'autonomie palestinienne à Gaza et Jéricho. La reconnaissance mutuelle est saluée dans le monde entier, à Paris, par François Mitterrand. C'est un acte fondateur de paix, car ça ne va pas rester là. Si jamais les Israéliens et l'OLP parviennent à établir, à partir de leurs relations, une vraie paix, elle sera contagieuse. Et vous verrez tout le Proche-Orient et peut-être une large partie du Moyen-Orient suivre cette ligne-là et tout changera. Encore quelques heures d'attente, le début de la paix est au bout de la nuit. Monsieur Ramon, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes à Tel Aviv. Vous êtes israélien, ministre de la Santé, très proche du Premier ministre Yitzhak Rabin. Vous avez participé à la réunion du cabinet restreint tout à l'heure, la réunion du gouvernement israélien. Est-ce qu'il y avait une émotion particulière autour de monsieur Rabin ce soir? Oui, je crois que c'est une soirée vraiment très spéciale, une atmosphère tout à fait particulière. Je crois que ce sont des jours que l'on n'oubliera pas dans l'histoire du Moyen-Orient et dans l'histoire des Palestiniens et des Israéliens. Après 100 années de sang, de violence, de haine, nous avons décidé de mettre un terme à ce cercle d'hostilité et aujourd'hui nous entamons une ère nouvelle, une ère qui sera déterminante pour résoudre l'ensemble des conflits par la discussion, par la négociation et par la reconnaissance mutuelle entre les Palestiniens et les Israéliens. Et je crois que cette reconnaissance mutuelle est un jour historique. Nous avons attendu très longtemps cette journée. Je crois que c'est une très grande victoire pour le sionisme, dès lors que l'ennemi le plus acharné du sionisme, à savoir les Palestiniens, comprennent qu'il est préférable que l'on vive ensemble, côte à côte, en paix, plutôt que de se combattre encore pendant un siècle. Monsieur Ramon, on aperçoit derrière vous les lumières de Tel Aviv. Est-ce qu'on sent cette nuit,
en Israël, d'après vous, une émotion particulière? J'arrive à l'instant d'une manifestation où chacun se félicitait et félicitait le gouvernement. Je crois que c'est véritablement quelque chose de nouveau qui commence. Il y a bien sûr des doutes et des inquiétudes, mais il y a une chose qui est très claire. Nous allons commencer à nous engager dans une route nouvelle qui sera totalement différente. Et c'est une route qui comporte encore de très nombreux obstacles, mais je pense que ce sont des obstacles que nous surmonterons et nous apporterons au Moyen-Orient et à Israël et au peuple d'Israël une meilleure opportunité de vivre ensemble en paix, en sécurité et en prospérité. Vous dites il y a des doutes, il y a des inquiétudes. Est-ce que vous craignez dans les jours ou dans les semaines qui viennent des manifestations de violence israélienne contre les accords qui vont être signés entre cette nuit et lundi à Washington? Oui, bien sûr. Je pense qu'il y aura des manifestations nombreuses. Je pense qu'il y a des gens qui sont contre la décision du gouvernement et qui manifesteront, qui protesteront. C'est un droit dans un État démocratique. Et je pense que nous respecterons ce droit et nous ferons en sorte qu'ils aient la possibilité d'appliquer ce droit de façon pacifique dans le cadre de la loi. Mais je suis convaincu que cet accord sera approuvé par la Knesset. Et la Knesset, c'est l'institution souveraine d'Israël qui représente le peuple d'Israël, a été élue par le peuple d'Israël. Et une fois que cet accord aura été approuvé, eh bien, il sera en vigueur. Voilà, je crois que nous venons de perdre la liaison par satellite avec Tel Aviv. Vous pouvez imaginer que tous les médias du monde sont en train, en ce moment même, d'essayer, comme nous, de faire parler en direct les témoins de l'histoire qui est en train de s'écrire dans la nuit au Proche-Orient. Nous devrions avoir sous peu par téléphone, parce qu'il n'y a pas de liaison satellite avec Tunis, Bassam Abou Sharif, le proche conseiller de Yasser Arafat. Je vous rappelle qu'à Tunis, en ce moment même, Yasser Arafat essaie, dans un ultime effort, donc, de convaincre le comité exécutif de l'OLP. Bassam Abou Sharif, bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir. Bassam Abou Sharif, vous êtes sorti de cette réunion du comité exécutif. Est-ce que le document de reconnaissance d'Israël est déjà signé par Yasser Arafat? Non, le comité exécutif est toujours en réunion. Le comité discute les détails, mais je crois que la réunion sera finie cette nuit-là. Et à ce moment-là, ce document sera donc apporté en Israël. Est-ce que vous nous confirmez que Yasser Arafat se rendra à Washington lundi? Non, on attend la vote premièrement, et après, je crois moi-même que la majorité va voter pour la ligne de Yasser Arafat. Concernant Washington, on ne sait pas, ça dépend de l'invitation du président Clinton. Quelle est l'ambiance, Bassam Abou Sharif, cette nuit au sein du comité exécutif? Est-ce qu'il y a encore des réticences, des appréhensions, des hésitations? Non, ce n'est pas l'hésitation. Nous avons l'opposition qui discute les détails de l'accord, les détails de la reconnaissance mutuelle. Mais c'est démocratique, c'est normal, comme toujours. Il faut satisfaire la procédure démocratique. Bassam Abou Sharif, moi je me souviens de vous à Beyrouth, il y a de ça 10 ou 12 ans. C'était peu de temps après le colis piégé qui vous a abîmé le visage. En tant qu'homme jeune, encore en tant que Palestinien, est-ce qu'il y a cette nuit en vous une émotion particulière? Moi-même, je suis heureux, mais en même temps, je connais tellement bien qu'il faut travailler durement pour continuer la marche, pour établir la paix globale dans le Moyen-Orient. Et il faut coopérer
avec les Israéliens. Il faut avoir une coopération arabe avec les Israéliens et coopération israélienne avec les Arabes pour être sûr que la paix est établie. Une question encore, une seule. Quel sera, d'après vous, le moment le plus difficile dans les jours qui viennent? Est-ce que ce sera le moment de votre arrivée aux côtés de Yasser Arafat à Gaza et à Jéricho? Nous avons beaucoup de tâches là-bas. Il faut travailler pour reconstruire l'infrastructure là-bas, pour construire les institutions. Nous avons beaucoup de tâches difficiles, mais j'espère que la communauté internationale va nous aider, va fonder les projets de développement et j'espère que les pays arabes pétroliers vont nous aider aussi. Merci, merci Bassam Abou Sharif. Grâce à Morad Abouch et Guy Lagache, nous avons donc pu avoir à la fois à Tel Aviv et à Tunis deux des protagonistes des tractations secrètes qui, depuis plusieurs semaines maintenant, sont en train d'aboutir cette nuit. Je vous rappelle donc que le document de reconnaissance mutuelle d'Israël et d'OLP devrait être signé demain matin. Gassam Salamé, bonsoir. Vous êtes politologue, directeur de recherche au CNRS, spécialiste des problèmes du Proche-Orient. Bassam Abou Sharif vient de le dire, il va falloir la coopération des États arabes pétroliers, a-t-il dit. Il pense évidemment au financement de ce qui va se passer maintenant dans les territoires occupés. Première question. La lutte contre Israël a été pendant un demi-siècle l'élément fédérateur du monde arabe. On sent bien qu'en Israël, il y a eu une formidable évolution de l'opinion publique, de l'opinion des Israéliens. Est-ce que l'opinion publique arabe est prête à ce qui est en train de se passer cette nuit? Je pense qu'elle l'est. Je pense que sur le fond, l'opinion publique arabe pense que l'OLP a le droit de choisir pour elle ce qui convient au peuple palestinien. Et je n'ai pas entendu dans le monde arabe de gens qui veulent véritablement remettre en cause d'une manière fondamentale et définitive l'engagement pris en 1974 de considérer l'OLP comme le représentant unique du peuple palestinien. Dès le moment que vous avez pris cet engagement, vous ne pouvez pas venir chipoter aux Palestiniens tel ou tel aspect d'un accord qu'ils auront choisi pour eux-mêmes. Je suis, par exemple, étonné et heureux de voir qu'un gouvernement aussi islamiste que le gouvernement soudanais hier répétait exactement ce que je venais de vous dire, c'est-à-dire qu'il, dès le moment que l'OLP a choisi cet accord, que le Soudan ne le remettait pas en cause. Je crois que c'est ça la ligne directrice. Maintenant, l'opinion publique n'a pas, partout dans le monde arabe, autant de liberté d'expression qu'on voudrait qu'elle ait. Et c'est pourquoi là où elle peut s'exprimer, elle s'exprime suivant les lignes que je vous ai indiquées. Dans d'autres cas, elle ne peut pas s'exprimer ni sur cette question, ni sur d'autres d'ailleurs. Ce qui est sûr, et je crois que c'est important de le rappeler pour mesurer ce demi-siècle de violence, de tourments et de haine, c'est que lorsque la signature du Premier ministre israélien rejoindra celle de Yasser Arafat sur ces documents qui entérineront donc la reconnaissance commune entre Israël et l'OLP, eh bien, tout à coup, toutes sortes d'images seront jaunies, des images de sang, de haine, de violence, parfois d'espoir, les images de deux mémoires d'une histoire commune et douloureuse, la mémoire d'Israël et la mémoire de Palestine, nouées sur un même sol depuis 45 ans. Marie-Odile Pagnès. Mémoire de haine, souvenir d'horreur. Depuis la création d'Israël en 1948, depuis celle de l'Organisation de libération de la Palestine en 1964, les deux peuples écrivent leur histoire l'un contre l'autre. À chacun ses martyrs ou ses attentats. Munich 1972, l'assassinat des athlètes israéliens dans le village olympique par le groupe Septembre Noir. Proche de l'OLP ou dissident désavoué, palestinien avant tout, aux yeux du peuple juif. Sabra et Shatila 1982, le massacre des Palestiniens dans les camps de réfugiés au Liban. Œuvre des milices chrétiennes couvertes par Tsahal, Israël responsable aux yeux du peuple palestinien. Mémoire de lutte pour la reconnaissance des Palestiniens, pour le droit à l'existence des Israéliens. J'ai dans la main un rameau d'olivier, dira Yasser Arafat à la tribune de l'ONU en 1974. Mais j'ai aussi une arme de combattant de la liberté au poing. Ne laissez pas tomber le rameau d'olivier. Mais la seule paix que signera Israël avec un pays arabe sera celle des accords de Camp David avec l'Égypte.
Souvenir des premiers espoirs, quand en 88, le chef de l'OLP reconnaît à Israël le droit de vivre en paix et renonce officiellement au terrorisme. L'année suivante, il déclare même caduque la charte de son organisation qui prônait la destruction de l'État hébreu. Mais l'intifada oppose depuis 87 jeunes palestiniens et soldats israéliens la guerre des pierres contre l'armée d'occupation. Et puis pour la première fois, les représentants des deux peuples écrivent l'histoire ensemble à la même table. C'était au lendemain de la guerre du Golfe, l'ouverture à Madrid de la conférence pour la paix au Proche-Orient. Aujourd'hui, c'est avec ces deux mémoires, ces deux visions de l'histoire, que Juifs et Palestiniens devront construire un avenir commun. Marek Alter, bonsoir. Vous êtes écrivain, vous êtes juif, vous faites partie de ces rares intellectuels qui, depuis près de 30 ans, ont milité sans relâche pour que l'histoire prenne la tournure de cette nuit. Le pragmatisme a enfin prévalu et on a presque le sentiment d'une absence d'émotion. Pourquoi ? Peut-être quand on attend trop longtemps, un moment venu, on est surpris et on est inquiet. Je crois. En effet, vous avez parlé tout à l'heure de ces moments de refus absolu, même ici en France. On se souvient de ces images quand la délégation palestinienne ne voulait même pas s'asseoir dans la même pièce, dans le même studio de télévision, qui est des juifs pro-israéliens. On ne voulait pas serrer la main. Il y avait une négation absolue de l'autre. Et ce que je me demande, qu'est-ce qui s'était passé dans la tête de ces gens qui ont évolué? Ils ont évolué. J'ai vu Arafat évoluer. La première fois, je l'ai vu. Il parlait de la destruction d'Israël. Et puis la deuxième fois, il avait changé de langage. Et puis il a commencé à me demander comment il est ton ami Pérez. Il s'intéressait à l'homme Pérez. Et de l'autre côté, Pérez, la même chose. Je crois que, vous savez, c'était une guerre de proximité. C'est une guerre très particulière. Il y a toute une génération de Palestiniens qui est née sous la domination israélienne. Cette génération parle mieux l'hébreu que moi. Ce sont des jeunes Palestiniens qui lisent la presse israélienne, qui regardent la télévision israélienne, qui ont appris à connaître l'homme d'en face. Et c'est eux qui ont poussé Arafat, qui ont fait comprendre à Arafat que c'est une réalité. Et puis, ce qui est quand même très courageux de la part d'Arafat, d'avoir accepté cette idée. Et les hommes, en vieillissant, parfois sont rancuniers. C'est pas... Et puis, d'un seul coup, voilà un homme qui, en vieillissant, devient au contraire plus ouvert. Et les seuls rêves, je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours, mais en vérité, ce qu'il voudrait, c'est de venir à Jéricho, c'est de partager sa joie avec son peuple et serrer la main à Yitzhak Rabin. Je trouve, vous avez raison, ça veut dire que les gens ne se rendent pas encore compte, mais je crois que quand Arafat viendra à Gaza, à Jéricho, quand on verra la foule palestinienne descendre dans les rues, comme c'était le cas des Juifs quand ils sont descendus dans la rue à 48, quand Ben Gurion a annoncé la création d'État d'Israël, je crois que c'est là qu'on se rendra compte qu'il y a quelque chose qui avait changé. Hassan Salamé, vous pensez, vous aussi, que l'émotion va se manifester au moment où Yasser Arafat remettra le pied à Jéricho et à Gaza? Il ne faut pas trop attendre l'émotion, peut-être parce que c'est un accord fondé sur beaucoup de réalisme. Et il faut s'en féliciter. Vous savez, cet accord a été rendu possible sans doute par une double impuissance. L'impuissance d'Israël de mettre fin au soulèvement palestinien et l'impuissance d'Israël aussi d'arriver à n'importe quel accord avec les Palestiniens sans la participation de l'OLP. Et de l'autre côté, il y avait une double impuissance aussi. L'impuissance de l'OLP de s'imposer dans un accord qui ne serait pas graduel, qui ne serait pas ouvert sur des éventualités et qui ne prendrait pas un temps de purgatoire comme l'est cette période d'autonomie, et l'impuissance aussi avec la fin de la guerre froide, avec la guerre du Golfe, d'avoir une solidarité arabe et internationale à ses côtés. C'est cette double impuissance. Mais demain, quand il s'agira, Hassan Salamé, oui, de construire cet embryon d'administration, oui, puisque le terme exact, je crois, des accords, c'est l'autogouvernement à Jéricho et Gaza, et non pas l'autonomie. Là, il y a un petit problème de traduction. C'est plus qu'une autonomie, c'est un autogouvernement, effectivement. Voilà. Et donc, les Palestiniens vont devoir inventer un début d'État. Il existe ce début d'État, parce que ce qu'on ne sait pas assez, ce que l'OLP, ce n'est pas beaucoup de branches d'olivier, ni beaucoup de fusils. C'est aussi des services de dispensaires, des services d'éducation, des services de culture, des ambassades dans une centaine de pays. L'OLP a déjà l'ossature, certes mal financée les derniers temps, certes ne disposant pas jusqu'ici de territoire, mais a le noyau suffisant pour commencer. On ne construira pas de rien
en Cisjordanie et à Gaza, on construira à partir de structures qu'il faudra recycler. Les guérilleros qui se trouvent aujourd'hui en Égypte, en Jordanie et ailleurs seront recyclés en policiers. Les instructeurs qui travaillent dans les camps peut-être seront les instituteurs des territoires de demain. Mais la structure existe, la structure politique, la structure bureaucratique. Il faut la doter d'un territoire et surtout la doter de moyens financiers. Parce que le pire danger qui pèse sur cet accord, ce n'est pas tant ni le Hamas ni le Likoud à mon avis, mais ce serait l'indifférence de la communauté internationale. C'est un accord qui est menacé par l'indifférence internationale et c'est pourquoi si la communauté internationale ne soutient pas, on aura avec cet accord ce qu'on a eu avec tous les accords qu'on a vus en Bosnie et ailleurs, c'est-à-dire un accord qu'on soutient du bout des lèvres et qui s'effondre parce que les gens sur place ne sentent pas que les grandes puissances sont derrière eux et les emprisonnent dans une logique de paix. Hassan Salamé, Marek Alter, merci pour votre analyse et vos impressions. Venons-en maintenant à l'actualité. Pardon pour ce journal un peu bouleversé, mais vous comprendrez encore une fois que l'histoire, cette nuit, s'écrit. Alors c'est une toute autre histoire dont nous allons vous parler maintenant avec Isabelle Billet et Xavier Bodin-Hulin. Elle n'est pas avare non plus de rebondissements, c'est sur un autre registre. Aujourd'hui, Bernard Tapie affirme qu'il reste à la barre de l'OM et il obtient un sursis dans sa bagarre avec l'Union européenne de football. Bernard Tapie au stade Vélodrome, c'était cet après-midi. Le président de l'OM confirme devant ses supporters qu'il reste à la tête du club. Il est clair qu'on est ensemble encore pour un bon moment et qu'on traversera ensemble les moments bons et les moments moins bons. L'OM garde son président, garde ses joueurs aussi, et Marseille retrouve le sourire avec une deuxième bonne nouvelle. Le tribunal de Berne a décidé d'annuler provisoirement la suspension du club pour les coupes européennes. Il rendra son arrêt définitif demain ou au plus tard en début de semaine prochaine. Cela signifie-t-il que l'OM jouera contre Athènes mercredi? Rien n'est sûr, car il reste l'ultimatum de la FIFA. Elle menaçait ce matin de priver la Fédération française de compétition internationale si le club marseillais ne retirait pas sa plainte. Situation paradoxale à l'heure qu'il est, la justice réintègre l'OM dans les coupes européennes contre l'avis des plus hautes instances du football. Jean Fournet-Fayard, président de la Fédération française, se rendra à Zurich demain pour rencontrer les dirigeants de la FIFA et discuter de la décision du tribunal de Berne. La France demande à l'Argentine d'arrêter Jean-Michel Boucheron